là, on va donc entamer l'arrêté du 8 septembre 2021 avec le décryptage, les actions région, donc les outils qu'on a mis en place, l'audit croisé, donc DMI, et la cartographie informatique que l'on propose, qui est un outil Réseau Médit. Donc, doit commencer. Alors, pas mal d'intervenants hein, sur cette thématique, donc je vais passer assez rapidement sur la place des Omédites pour laisser place au retour d'expérience. On aura 3 retours d'expérience avec le CHU de Lille avec Anne-Françoise Germe, le CHU d'Amiens avec Abir Petit qui est en distanciel, Agnès Berneron avec la polyclinique des Bonnettes à Arras et l'intervention de Daniela Romont en tant que correspondant matériaux-vigilance. Donc rapidement, la place des Omédites dans l'accompagnement des établissements sur le circuit du DMI. Alors, comme vous le savez, les Omédites étaient déjà positionnés hein, sur l'enquête traçabilité en appui de la DGOS. De par nos missions, on est attaché au suivi des consommations et des pratiques, au suivi des consommations des dispositifs médicaux de la licence plus, rattaché aux ex-contrats de bon usage et CAQES, et suivi des registres réglementaires tels que TAVI et Mitractip, constitution de groupes de pairs et de comités techniques régionaux, réalisation d'indicateurs régionaux DMI-TPS. Malheureusement pas pour notre région, mais certaines d'entre elles au niveau national ont réussi à faire passer des indicateurs régionaux, notamment la AARA et Nouvelle-Aquitaine. On est également en appui des établissements pour la certification et on est structure EVA au même titre que les pharmacos, les matériaux vigilants, l'ASRA. Et donc, on participe à l'analyse des EIG et à l'accompagnement sur la gestion des risques, voire aux restitutions et au retour d'expérience, comme Mathieu a pu vous le montrer tout à l'heure. Donc, après, on nous connaît beaucoup sur la partie outils. Outils pour améliorer tout ce qui est système de management de la qualité autour des produits de santé et aider à la mise en œuvre de l'application des réglementations. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns, mais on va passer très rapidement et vous aurez les liens de toute façon, ce rapport aux présentations. Donc, il existe des e-learning, des films, des flyers, des audits et des EPP sur les DM et DMI. En région, aujourd'hui, on a voulu insister sur l'accompagnement individualisé avec la carto SI DMI qui a été faite par le réseau Médit et voilà, et consacrer une partie de la journée régionale. D'autres le font également en région pour vraiment accompagner les établissements sur le déploiement de l'arrêté du management des DMI. Donc, je vous conseille vraiment, on a fait focus sur 3-4 outils vraiment très pertinents qui nous ont permis en plus, nous en région, de déployer ce qu'on va vous présenter après. Donc, ici, c'est la fiche Décrypte DM faite par ARA qui en quatre fiches reprend toute la partie en fait mission SMQ, mission de la PUI, mission de la direction. Associé à ça, il y a un guide d'aide à la mise en application de l'arrêté du 8 septembre avec des propositions en fait d'indicateurs et des propositions en fait de création de groupes de travail avec des actions à mener. ARA en fait a été vraiment leader hein, sur ce point-là et voilà, est à la tête entre autres du GT Réseau Médit dédié au DMI dans lequel Hauts-de-France, Bretagne, Grand Est, notamment Nouvelle-Aquitaine et Occitanie s'impliquent grandement. Un autre outil, c'est le guide méthodologique qui s'appuie sur un audit, mais uniquement de traçabilité, là pour le coup, réalisé par les Omédites de Normandie et Pays de Loire. Donc vous avez les liens en dessous des images et une publication de Tracer quoi, pourquoi, pour qui, pourquoi, du portal d'Omédite Centre-Val de Loire. Et enfin, un guide tout récent qui avait été fait par Grand Est. Pareil, dans le cadre de son déploiement en fait, de ces indicateurs nationaux, ils ont repris en fait toute la partie réglementation autour de l'arrêté du 8 septembre et ils ont également intégré tous les critères de la certification version V 2020. Donc en reprenant vraiment les objectifs et les critères du manuel de certification. Donc, c'est un guide qui est disponible pareil en ligne et dont je vous ai mis le lien ci-dessous. Enfin, donc, en région Hauts-de-France, nous, on a voulu s'appuyer sur une démarche qui est bien connue des établissements par rapport à la PECM, c'est la démarche audit croisée avec nos partenaires SRA, RSQ.
Deux sont présentes dans la salle. Donc, les formations des auditeurs ont démarré fin novembre. On vient de les finaliser là avec 3 sessions. On va en refaire encore une là en janvier. Et donc, pour rappel, hein, c'est une démarche qu'on a initiée depuis 2010 en partenariat RSQ au Médite, qu'on a étendue d'abord aux établissements médico-sociaux, mais également à l'HAD. L'année 2023, on a décidé de la consacrer au DMI. Au départ, on voulait la raccrocher à la PECM. C'est impossible, c'est tellement vaste le circuit du DMI qu'on a vraiment voulu dédier un audit croisé, utiliser en fait cette démarche qui marche bien, qui est celui des échanges inter-établissements, avec des croisements, voilà, avec des croisements de partenaires, des croisements de professionnels terrain. Le but étant de réaliser un état des lieux du circuit des DMI basé sur l'arrêté, en prenant en compte tous les problèmes d'interopérabilité qu'on va retrouver au niveau du système d'information, mais également en prenant en compte les critères de certification. Donc rapidement, parce que ce travail, on l'a démarré en 2022. À la base, on l'avait même un peu soufflé à Daniela Romont, notre correspondant matériaux-vigilance, en disant il faut vraiment qu'on bosse dessus, il y a un énorme besoin terrain là-dessus. La grille, avec toutes ces modifications, ces échanges, ces partenariats, ces relectures également terrain, bah, elle a été finalisée en octobre, testée, finalisée une première fois en juillet, testée sur le terrain. Et on a remodifié encore certains libellés rapport aux différentes formations des auditeurs terrain qu'on a pu faire là sur le mois de novembre-décembre. Donc là, ça y est, elle est arrêtée et on va réaliser les audits. Alors, vœux pieux entre décembre et février 2024. On a décidé qu'on étendrait un petit peu les choses, je pense, jusqu'à fin mars, début avril. Bref, juste avant les vacances de Pâques. Le but étant voilà, de réussir à aborder tous les chapitres de management de la qualité et de gestion des risques, tout le versant PUI avec les marchés, commandes, dépôts et délivrance de DMI, la partie bloc opératoire, donc avec une visite du bloc, tout ce qui est prescription et pose du DMI et traçabilité en temps réel, un focus service pour voir le lien justement entre le bloc opératoire et les descentes d'informations auprès du service accueillant en post-op le patient, des entretiens patients et optionnellement audit de dossier qu'on propose, mais vraiment en option. Là, c'était plus pour avoir le versant dont Anne-Françoise a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le déversement des informations, notamment la carte d'implant et le déversement dans la lettre de liaison des informations qui sont liées à la poste du DMI. Et donc, je vais très rapidement, mais très très rapidement, vous présenter la carto SI. Alors, la cartographie du circuit informatique des DMI, on l'a voulu en tant que voilà, membre du réseau Médite comme un outil d'accompagnement des établissements de santé. Le but étant de voir comment et si on allait réussir au terrain à mettre en œuvre l'IEUD toutes ces étapes et vont pouvoir bénéficier aujourd'hui de retours d'expérience d'établissements qui s'y sont lancés un peu avant l'heure, vu qu'ils ont été, entre autres, établissements pilotes pour, euh, pour la première passe en 2019-2020. Alors, la cartographie, elle se présente vraiment comme un outil, entre guillemets, qui va permettre de voir quelle est l'interopérabilité au niveau du système d'information et où est déployé les UD à toutes les étapes du circuit. Il y a un focus traçabilité sanitaire, il y a un focus traçabilité financière et on revoit vraiment tout le circuit, fournisseur, circuit à la l'API, circuit au bloc opératoire, les entrées avec les infos données patients, données financières et les données du patient en dehors de l'hôpital. Le but étant de recenser les logiciels utilisés, quelles sont les données enregistrées, la place de l'IUD sur ces différentes étapes et quelles sont les interopérabilités à chaque étape. Y a-t-il des lecteurs automatiques, lesquels, comment on va gérer les dépôts temporaires, comment on va gérer les dépôts permanents. Donc, le but, bien entendu, c'est de pouvoir accompagner les établissements et leur permettre d'avoir une vision vraiment de leur circuit de traçabilité, mais du circuit informatisé, et de mettre en évidence les points forts et les points faibles. Donc, rapidement, sur un des onglets, on va récupérer en fait l'ensemble des logiciels des pays, GAP, logiciels de facturation, logiciels de gestion de marché, à la l'API, quels sont les logiciels de commande, de gestion de stock, de traçabilité sanitaire, et pareil au niveau du bloc.
La carto, elle se découpe sur ces 6 blocs, hein. Le bloc données patients, données financières, le bloc fournisseur information DMI avec toute la partie base de données, la partie gestion de marché pour avoir les déversements des données provenant des marchés, la gestion des commandes, est-ce qu'elle est informatisée, est-ce qu'elle est dématérialisée complètement, et est-ce qu'il y a de l'EDI, est-ce qu'on arrive déjà à faire figurer l'IUD à cette étape-là? Toute la partie circuit de l'API, de la commande à la mise en stock, à l'envoi en service et la traçabilité sanitaire avec ce lien PUI bloc et les retours du bloc vers l'API. Le circuit au bloc opératoire, donc la gestion de stock, la pro, la traçabilité sanitaire effectuée au bloc, déversée dans le DPI. Les données du patient en dehors de l'hôpital, donc avec les données déversées dans le DMP et le DP, et également les données financières, on en a parlé tout à l'heure, hein, avec les informations DM intra-GHS et DMI Listensius. Et la possibilité, à travers toutes ces étapes de circuit, de réaliser des requêtes simples. On a compris, c'est loin d'être simple. Donc, à la fin, on obtient une synthèse automatique du circuit. Ça nous fait vraiment un jeu de feu rouge, feu vert. Et ça va permettre aussi de générer un plan d'action qui est relatif à l'informatisation. Et voilà, et puis derrière, d'aller essayer d'évaluer les équipements informatiques, d'évaluer la continuité de l'information sur essentiellement les deux gros services que sont l'API et le bloc opératoire, mais également tous les points de transition. Et enfin, on récupère en fait un diagnostic. Donc là, c'est un diagnostic de départ, donc tout est à zéro. Mais du moment où on remplit cette carte, tout vient se remplir. Et on arrive assez facilement visuellement à obtenir voilà, un pourcentage, entre guillemets, de conformité rapport en fait à l'utilisation de l'IUD à toutes ces étapes. Donc, accompagnement rapport à cet outil, on avait réalisé des affiches de communication au déploiement de l'IUD. Je ne vais pas m'attarder dessus, on les mettra de toute façon sur le site. Mais c'était pour essayer de convaincre les opérateurs, convaincre les acteurs et voilà, réexpliquer ce qu'était l'IUD-ID, ce qu'était l'IUD-IP, quels étaient les prérequis pour mettre en place. Et pareil sur la partie établissement de santé, quand on veut se lancer dans la com autour du circuit. Donc ça, c'est plutôt de l'outil support, mais comme on le disait en préambule, ces outils seront représentés lors de webinaires que le réseau Médit va enclencher en fait dès janvier 2024. Je vais laisser la place au retour d'expérience. Donc avec tout d'abord Anne-Françoise Germe pour le CHU de Lille. Merci. Merci Cynthia, merci pour votre invitation et bonjour à tous. Je vais essayer d'être rapide puisque l'agenda est serré. Alors, moi je réponds à la demande de Cynthia et d'Isabelle de effectivement parler d'un REX du CHU Lille, mais avec une vision focalisée IUD. Donc je me présente, je suis Anne-Françoise Germe, je suis pharmacienne au CHU de Lille depuis quelques années maintenant. Et j'ai été nommée RSMQ ainsi que Ludovic Loers, qui est chirurgien dentiste, pour le CHU de Lille. Rapidement, les IUD, je pense que vous l'avez bien en tête, mais ça valait le coup de rappeler que nous avons plusieurs IUD. Alors, on va avoir l'IUD de base, qui est à aujourd'hui pas utilisé dans nos établissements, mais qui qualifie quand même le DM, et de savoir que l'IUD est composé de l'IUD ID, qui est l'identification propre du dispositif médical, et l'IP, qui sont les identifiants de production, numéro de lot, date de péremption, etc. Que c'est très important de comprendre pourquoi il y a cette IUD. C'est déjà d'identifier strictement un dispositif médical, que cette IUD va permettre l'enregistrement dans la base EUDAMED, qui est la base européenne des dispositifs médicaux. Et il faut savoir que via l'IUD, le public pourra se connecter à cette EUDAMED et d'avoir accès à des caractéristiques de son dispositif médical et pour les implantables au résumé technique du dispositif médical. Donc c'est au-delà du fait d'être remboursé, c'est vraiment une vision de transparence, de traçabilité et d'accès au public sur les données, ce qui est quand même assez révolutionnaire puisqu'à aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Que cette IUD, comme vous le savez, doit être apposée sur le dispositif médical, ce qui en permet une saisie automatique
par les SAAD, donc par les lecteurs de code barre dans nos établissements. Qu'ils doivent figurer et qu'ils sont différents en fonction du niveau de conditionnement. Quand c'est simple, autant compliqué, c'est-à-dire que je vais prendre une boîte de ciment de 10 doses, l'IUD de la dose sera différente de celle de la boîte de 10. Que ça doit répondre à des formats que je vais vous présenter rapidement après, et qu'on migre du format 1D, concaténé ici, progressivement à un format 2D, ce qui n'est pas sans poser des problèmes dans nos établissements. Je vais vous en reparler après. Donc, les standards, il y en a 4. Pour autant, les plus connus, c'est le standard GS1. Ça veut dire quoi un standard? C'est que c'est facile de mettre des codes barres. Ce qu'il faut, c'est que l'information qui est à l'intérieur soit captable par n'importe quel système d'information. Et pour ce faire, c'est un traducteur d'information. On a des standards. Les gros majeurs, c'est le GS1. Hein. Moi, je n'ai pas de part à prendre chez eux. Et vous verrez que on a des balises qui permettent d'identifier l'information. La balise 01, elle précède ce qu'on appelle l'IUDID, l'identifiant du dispositif médical, qui s'appelle un GTIN. Et soyez très vigilants parce que cet IUDID n'a rien à voir avec la référence. Ça n'est pas la référence, c'est bien un code alphanumérique de 14 caractères qui suit cette balise 01. Ensuite, d'autres balises, le 10 pour le numéro de lot, le 17 pour la date d'expiration, le 21 qui précède le numéro de série, etc., etc. On en a énormément et je vous ai repris ici les sites où vous pouvez avoir le descriptif détaillé de toutes ces balises. Donc, il faut que le fournisseur, on verra que ce n'est pas si simple, respecte ça pour que l'information soit intégrable. Et ce qui est important, c'est que le fournisseur est obligé d'inscrire ce qu'on appelle le HRI, c'est-à-dire la partie lisible de ce qui est encodé. Et donc, nous, établissements de santé, on peut aller repérer les informations qui sont ici écrites dans le HRI et encodées dans le code barre 1D ou 2D. Il faut savoir que les IUD portent de plus en plus le format 2D, ce qui peut poser aussi des soucis, notamment sur les rééquipements en lecteur de code barre. La norme HIBC est ici également, et elle est un petit peu plus compliquée. Par contre, la référence est encodée dans notre IUDID qui s'appelle ici l'UPN. Alors, pour le CHU de Lille, quelques chiffres clés. Le CHU de Lille, on a 35 600 références au catalogue, dont presque 19 000 DMI. Les top 3 de nos traceurs, ça va être la chirurgie orthopédique, ici, avec l'orthotraumatologie, et encore à aujourd'hui, nous ne traçons pas les dispositifs d'ostéosynthèse. On pourrait en reparler. La neurochirurgie en 2, et effectivement, tout ce qui est hémodynamique, le plateau technique de cardiologie en 3. Il y a 60 591 DMI qui sont tracés chaque année, et on a quasiment 20 000 patients qui sont implantés par un ou plusieurs dispositifs médicaux, un budget qui reste de 96 millions d'euros, et la part remboursable est à 32 138 000 euros. Donc, c'est du volume. Et sachant que, voilà une cartographie vraiment très macro de nos systèmes d'information, et je pense qu'un bon nombre d'établissements s'y reconnaîtront, à savoir des systèmes, hélas chez nous, de gros outils qui sont la GEF de Mancare, qui a la particularité d'absolument rien intégrer. Et puis, effectivement, Cedistock, qui est notre logiciel de traçabilité au bloc opératoire. Enfin, c'est un logiciel qui est implanté aussi bien l'API que au bloc opératoire. Donc, pas de passe professionnel, pas épicure, absolument rien. Bon. Toujours autant, notre référentiel produit est interfacé avec Cedistock. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien les petits pop-up. Nous faisons une réception à l'API. Effectivement, ça alimente les données de Cedistock. Au moment du bloc, on a la traçabilité entrante qui est saisie. Non, en fait, pour l'instant, on faisait notre saisie de la traçabilité entrante dans Cedistock. On est en train de déployer l'interface pour que quand on fait notre traçabilité entrante, ça vient alimenter notre GEF, que les IUD, ID, IP sont parfaitement intégrés dans Cedi,
mais ne remonte pas dans GEF, puisqu'il n'est pas capable aujourd'hui de l'administrer, comme d'habitude, qu'au moment de la trace à patient, eh bien, on a développé aussi une interface qui permet de faire une recommande automatique. Là, l'IUD IP, c'est-à-dire le numéro de lot, est remonté pour faire plaisir à nos fournisseurs pour leur gestion de dépôt. Par contre, toujours pas de notion d'IUD-ID. On a une interface avec la gamme qui se permet quand même de ne pas trop se tromper de patient au moment où on pose. On a un appel contextuel dans nos logiciels de gestion de blocs qui sont AtoCœur et HMBlock, qui permet d'alimenter, mais sous format PDF, les DMI tracés et remonte à aujourd'hui uniquement le numéro de lot. Et on est en train de pleurer depuis quelques mois pour intégrer également l'IUDID. Faites importe, puisque nous l'enregistrons à chaque entrée, l'IUDID, je vous en parlerai après. Un document patient est émis par notre système d'information sur lequel nous intégrons l'ensemble. Donc, dans le DPI, eh bien, on a l'IUD-IP pour l'instant, prochainement, j'espère, l'IUD-ID, mais absolument aucune remontée dans le DMP, puisque le Ségur numérique n'a pas priorisé ce type de choses. Pourquoi faire? Et j'insisterai également ici sur le fait que, moi, ma vision du circuit, elle va dès la demande chirurgicale. Parlons de prescription, il ne faut pas avoir peur. C'est écrit dans l'arrêté. Et à aujourd'hui, si vous avez des outils qui permettent d'avoir une prescription propre, je suis preneuse de conseils, mais enfin de conseils de votre part. À aujourd'hui, ce sont des vieilles papiers plus ou moins bien retranscrits dans des logiciels de blog. Donc, comme tu dis, Cynthia, il y a du boulot. Alors, les différents actes, mais je vais axes de l'arrêté. Moi, je vois l'arrêté comme un 6 piliers, comme un certain nombre d'entre nous. C'est-à-dire, il y a un système documentaire à renforcer, une gestion des événements désirables, une informatisation, une carte des risques, un plan de formation annuel est là de tous les acteurs du circuit du DMI et sécuriser chaque étape. Donc nous, je suis Lille, eh ben, on s'y est mis depuis quelques temps. Donc on a effectivement un logiciel qui s'appelle Riscadoc qui permet de réécrire et d'archiver, enfin de rendre lisible à tous nos procédures. On arrive à faire des FEI et derrière des RMM. Mais tout ça, bien sûr, à effectif constant. Au niveau de l'informatisation, on a eu un projet qui s'est mis en place, un projet avec un chef de projet sur l'informatisation. Cette chef de projet est partie et à aujourd'hui, c'est totalement terminé. La carte des risques, eh ben, on vient de la finir, on a pris la méthode AGR et on est en train de la décortiquer. Et puis le reste reste à faire. Donc je sais qu'en tant que RSMQ, on en a pour 10 ans de travail. Sachant qu'à aujourd'hui, au CHU de Lille, hein, on a 40 sites implanteurs. Et ils sont tous dispersés et donc avec des organisations différentes. Alors, ce que je veux vous partager rapidement, c'est, bah oui, d'accord, il y a l'IUD qui se balade partout dans le règlement, ça a une vertu quand même pédagogique, ça a une vertu de transparence, mais comment que ça se passe en vrai? Et on s'est amusé à faire des audits, à faire une espèce d'IUD vigilance pour dire, OK, bah, comment ça va? Donc, on a fait une semaine donnée, on a enregistré, analysé avec une loupe 684 DM, il y avait 38 fournisseurs et donc, en fait, ça fait 369 références. Et on s'est amusé à se dire, bah, on va regarder le format. Est-ce que j'ai un code barre? Est-ce qu'il est en 1D ou 2D? Quel est le type de norme? Autre focus, la conformité. Est-ce que le code est lisible? Est-ce qu'il y a des plicatures dans mon emballage qui fait que bah, je ne peux rien faire avec? Est-ce que la chérie, la part lisible, apparaît vraiment? Est-ce que la syntaxe de la norme est respectée? Puisque si elle ne l'est pas, on ne l'intégrera jamais. Les erreurs humaines, alors là, c'est très dépendant des organisations. Comme l'IUD-ID n'est pas une référence, il y a un moment, il faut faire un appairage, surtout quand on n'a aucun système d'information de référentiel externe, entre un IUD-ID et votre référence fournisseur et votre référence dans vos logiciels. L'aptitude aussi de nos logiciels à bien pouvoir interpréter ces codes barres. Bon, bon nombre demande encore des réétiquetages qui sont complètement hérétiques. C'est bien un signe qu'ils sont en difficulté d'intégrer. Et analyser la cohérence, c'est-à-dire est-ce que ce qui est écrit sur mon étiquette, ce qui est écrit dans mon HRU et ce qui est écrit sur ma boîte, c'est cohérent tout ça. Et donc, alors, il y a des résultats qui sont quand même pas mal, c'est-à-dire que
la présence de normes, elle est, enfin, la présence de l'IUD est quand même très importante, quasiment exclusif. Que pour quasiment 49%, on va avoir les deux. On en reparlera. On a un code 1D et un code 2D. La question est, est-ce que c'est la même information dans les deux codes? Que pour 48%, on a encore 1D, et pour 4%, on est déjà passé au 2D, c'est-à-dire au data matrix. La norme prédominante est la GS1. Par contre, pour 11% des DMI analysés, il y avait les deux normes. Donc, pourquoi on en a deux? Est-ce qu'elles sont interprétables tous les deux? Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que votre DMI se promène. Donc, il y a ce que vous saisissez à la PUI, et je vous rappelle que le décret de novembre 2006 dit que la pharmacie enregistre les données entrantes et le bloc complète ces informations. Donc, il faut qu'ils puissent checker le même code barre. Tout ça, c'est pas simple, hein. Alors, en ce qui concerne la conformité de l'IUD, la bonne nouvelle, c'est que la cohérence, c'est plutôt bien. On a quand même des choses qui sont cohérentes. Par contre, quand on regarde sur les causes de non-interprétation, pour bon nombre des causes, majoritairement chez nous, c'était un problème qui est inhérent à notre logiciel. Donc, je suppose que chez vous, c'est pareil. Inhérent au fournisseur, 5, et 3, à des erreurs humaines. Mais quand on focus, sur 328 DMI différents, on avait 34 fois où j'avais un non-respect du syntaxe de la norme, ce qui fait quand même 10%. Et une absence de HRI pour 5, et 1, absence d'IUD. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'IUD, il est quand même présent, mais que parfois, pour 10%, eh ben, la syntaxe de la norme n'est pas respectée. La labilité de l'IUD-ID. Tout à l'heure, Didier, vous parlez qu'il y avait les intra-GHS et qu'on va chercher nos IUD. Mais quand on regarde de près, sur 10 mois de traçabilité, eh bien, sur des IUD conformes à 14 chiffres, 188 références sur 7056 posées au CHU de Lille, il y avait 2,6% des références qui avaient changé de 1 à 4 fois, et maintenant c'est même 10 fois, d'IUD-ID. Je veux vraiment vous interpeller là-dessus, parce que quand on creuse, effectivement, l'IUD-ID peut changer en fonction de ce qui est écrit dans le règlement, dans l'article 18, mais certains fournisseurs s'amusent à changer les IUD-ID en fonction du lieu de production. Donc, ça pose la question de comment j'administre cet IUD-ID. Moi, clairement, ça m'arrange. Je ne l'administre pas dans ma base de données, puisque je ne peux pas le faire. Mais je considère que ce qui est entré, c'est l'IUD-ID au moment où je scanne un dispositif en entrée qui doit accompagner jusqu'à la pose au patient, puisque c'est ce qui permettra le rappel de l'eau, etc. Mais ça, personne ne l'avait vraiment anticipé. Donc, il faut quand même le savoir, c'est que comment, demain, on peut administrer nos IUD-ID et comment, par exemple, on a un retrait de l'eau, le dialogue avec la NSM, lequel on remonte, celui qu'on a dans la main, celui qui... C'est quand même une donnée dont il va falloir qu'on tienne compte. Et alors, je vais être très rapide, mais on s'amuse aussi à regarder au quotidien la tronche de nos IUD, nos emballages. Là, clairement, avec ça, je peux rien faire, quoi. Hein. Parce que l'emballage est abîmé. Alors, aussi, c'est la sensibilité des fournisseurs. Un fournisseur, un jour, me dit, ben, moi, je ne peux pas vous livrer, je n'ai pas le numéro de série. OK. Donc, je regarde son IUD, je vois qu'il n'y a pas de numéro de série encodé. En fait, ce fournisseur-là, pour gérer son dépôt, il m'a inventé un numéro de série qui n'est encodé nulle part et qui n'existe pas. Et il l'exige pour pouvoir me réapprovisionner. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une pédagogie des fournisseurs, mais c'est très compliqué. On fait les déclarations sur matériaux pour sensibiliser nos fournisseurs à l'application de cette norme, puisque là, on était bloqué, on n'était plus réapprovisionné. Ici, par exemple, chez Zimmer, on a du 1D avec une norme HIBC, et puis se développe le 2D parce qu'ils se mettent en conformité, et puis les informations ne sont pas du tout, celle-ci n'est pas normée, et puis celle-ci est bonne. Donc, il faut vraiment, je pense, que vous prépariez vos établissements à l'acquisition des douchettes 2D. Et chez nous, on a du mal, hein, parce que c'est un budget.
mais c'est le 2D qui est l'avenir. Donc, faites très attention. Donc, lequel je scanne? Si moi, en pharmacie, je scanne le premier, et ben, le deuxième, est-ce que s'il scanne un autre, il va pouvoir s'y retrouver? Ici aussi, ben, vous avez un GS1 et puis perdure 2 HIBC. La DLU n'est encodée dans aucun des HIBC. Donc, voilà. Et alors là, je voulais finir par la plus jolie diapositive. C'est même pas celle-là. Celle-là, je vais la passer. C'est celle-ci. Là, en fait, on a un IUD-ID. Ici, en 2D. D'accord? Ici, on a une clé interne. Et puis ici, on a un IUD-ID qui a l'air pas mal. Sauf que là, ils ont encodé la référence du produit. Ici, c'est en fait la notice d'utilisation. Donc, encore une fois, comment je fais en fait, hein? Voilà. Donc, juste un petit retour sur l'IUD, c'est bien, mais ça induit d'autres difficultés. Et il faut vraiment que vous puissiez en tenir compte pour le demain. Voilà. Alors, je vais... Abir, tu nous entends? Oui, oui, bonjour à tous. Bonjour, merci. Est-ce que Ah, j'ai intégré ta présentation? Donc, si tu le souhaites, je peux dérouler ou tu partages. Tu me dis ce que tu préfères. bah, je commence à... Bah, vas-y, parce que j'arrive pas. Parce que tu as déjà partagé. Peut-être qu'il faut arrêter ton part. Bah, c'est très bien. Ça te va? Tu me dis. Ok, c'est parfait. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis ravie de partager notre expérience. Donc, un retour d'expérience au CHU d'Amiens par rapport à toute la démarche de mise en place de sécurisation du circuit des dispositifs médicaux implantables. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà notre circuit des dispositifs médicaux aujourd'hui, et notamment les dispositifs médicaux implantables. Nous avons plusieurs étapes et le problème, c'est que à chaque étape, il faut une traçabilité, comme on l'a déjà bien décrit, une traçabilité une traçabilité informatique avec la mise en place de l'IUD. Et il faut que cette information de l'IUD soit chaînée d'une étape à l'autre par le mécanisme d'interopérabilité. Et d'autant plus qu'à chaque étape, nous avons plusieurs interlocuteurs qui sont complètement différents, que ce soit au sein de la l'API, mais que ce soit également au sein du bloc opératoire et des services de soins. Slide suivante. Alors, rapidement, la traçabilité des DMI, ce n'est pas nouveau, donc bien entendu, ce n'est pas que de 2021, donc c'est bien antérieur. 2006, donc le décret de novembre 2006, et puis ensuite, ça s'est enchaîné par l'arrêté qui fixe aujourd'hui la liste des DM qui sont soumis aux règles de traçabilité, puis le règlement européen qui est donc applicable depuis le 26 mai 2021 où les fabricants doivent apposer un identifiant unique sur les dispositifs médicaux implantables. Et puis après, donc, nous avons le décret du 7 décembre 2020 qui est relatif au management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles. Je dis bien DMS, parce que l'arrêté du 8 septembre 2021, dont le périmètre a été réduit au dispositif médical implantable. Voilà, donc on est parti du DMS, donc le décret de décembre 2020. Cependant, l'arrêté de 8 septembre, le périmètre, c'est l'implantable. Slide suivante. Donc, rapidement, donc Anne-Françoise vous a parlé de 6 axes. Alors, pourquoi 7? Parce que j'ai rajouté juste la nomination du RSMQ, mais c'est exactement les mêmes étapes qui ont été décrites par Anne-Françoise, et notamment donc le processus organisationnel avec l'informatisation et la mise en place de l'interopérabilité de systèmes d'information par l'IUD. Et donc, cette idée doit non seulement être tracée à l'API, mais l'information doit être chaînée au sein du DPI, c'est-à-dire le dossier patient informatisé, mais également, comme on l'a bien souligné, le DMP et le dossier pharmaceutique. Et notamment, donc, cette information de l'idée doit être tracée par rapport à l'information donc du médecin traitant, donc c'est-à-dire la lettre de liaison, mais notamment aussi la carte implant.
Alors, en plus, donc, l'arrêté, donc, tous ces critères, c'est-à-dire l'information du médecin traitant et l'information du patient, font partie également donc, des critères de certification. Et donc, à travers tout ça, donc, les établissements de santé doivent prendre en compte l'IUD et le mettre en place dans leur système d'information. Et on va voir que c'est très compliqué à mettre en place. Donc, slide suivante. Alors, donc au CHU d'Amiens, donc le circuit des DMI, donc il est en place, il est informatisé donc depuis 2007. Donc, comme à Lille, nous avons le logiciel de traçabilité de pause, donc ce qui est Cedistoc. Et puis de 2016 à 2019, donc on a eu une volonté donc institutionnelle par la direction et la CME d'étendre l'informatisation donc au circuit des DM au sein du plateau technique opératoire et interventionnel avec la mise en place de notre logiciel qui a l'API, c'est-à-dire la gestion des stocks, qui est KLS Gildas, parce que nous sommes équipés au sein du bloc opératoire d'une équipe pharmaceutique avec la mise en place des préparateurs et un pharmacien. Donc, on s'est dit, voilà, informatiser les stocks déportés, qui représentent quand même une valeur de plus de 2 millions d'euros, c'est important, d'autant plus que cela peut fonctionner puisque nous avons nos interlocuteurs pharmaceutiques au sein du bloc. En 2020, donc, le CHU d'Amiens a participé à la phase pilote des GOS. Et donc là, comme l'a fait Anne-Françoise, nous on a essayé de le faire, mais c'est un travail très long et très chronophage, puisqu'il fallait faire un premier contrôle des codes barres non conformes à la réception de l'API. C'est vrai qu'en 2020, on avait beaucoup plus de conformité par rapport à aujourd'hui. Puis en 2021, donc le travail continue. Et on a eu beaucoup de difficultés pour concrétiser en fait ce qu'on avait prévu depuis 2016. On s'est vraiment essoufflé. Donc, l'équipe projet s'est essoufflée parce que d'abord, les éditeurs ont été transformés. Hein, et puis, donc, la complexité des interfaces à déployer. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très compliqué et on finit par vraiment s'essouffler. Donc en 2022-2023, donc on a relancé le projet, hein, donc avec une impulsion qui est partie de l'intérêt économique, hein, donc qui est attendu. Et donc on a commencé à rajouter à ce qu'on a déjà demandé en 2016, c'est-à-dire greffer à notre cahier des charges, donc des fonctionnalités supplémentaires plutôt que de partir d'un projet initial. Donc la demande d'intégration de la traçabilité DDM par l'UDID. Donc, et vous imaginez bien le développement donc, de ces fonctionnalités supplémentaires par rapport à un projet initial. Donc, je vous assure que c'est complètement aberrant. Alors, et puis donc depuis mars 2022, donc on fait une remontée de l'intra-DHS par l'IUDID, mais vous allez voir que c'est une extraction complètement manuelle parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à extraire à partir de l'IUDID, à partir de ces distances. Voilà, slide suivant. Donc, notre solution cible est la suivante. Donc, donc au niveau de la PUI, donc, nous avons notre logiciel maître qui est MAC2, dans lequel nous avons notre catalogue des dispositifs médicaux. Donc, aujourd'hui, à travers donc, les commandes donc, qui sont signées donc, dans MAC2, c'est envoyé par EDI donc, vers Hospitalis. Et donc, les interfaces donc, fonctionnent entre MAC2, donc c'est-à-dire notre logiciel maître, et puis notre WMS, qui est donc le logiciel de gestion d'entrepôt à l'API et de logiciel de réception des dispositifs médicaux implantables, donc interface entre donc la GEF et puis le WMS qui est Gildas KLS. Donc, au niveau du plateau technique opératoire, donc l'information, elle est comment dire, routée vers le bloc opératoire puisque les préparateurs qui sont au bloc opératoire ont accès à Gildas, donc qui est présent au sein de l'API. Et puis, donc, en salle opératoire, nous avons la traçabilité de pose des dispositifs médicaux implantables et donc qui est chaînée entre Gildas et Cedistoc. Et puis, bien sûr, donc le catalogue, nous avons l'interface qui est automatisée entre MAC2 et Cedistoc. Et au niveau donc MAC2, nous avons aussi donc la CIO Fast, si vous voulez. Et donc, une fois que la traçabilité de pose, elle est faite dans Cedistoc, eh bien, une carte implant, elle est générée dans DXCare sous format PDF. Et puis, donc, cette information, normalement, elle est extraite à partir donc, de Cedistoc. Donc, à partir de Cedistoc, nous allons faire une extraction de pose des DMI,
parce qu'à partir de l'Excare, comme c'est du PDF, on ne peut pas faire des requêtes. Donc, l'extraction des fiches comp, elle se fait à partir de ces stocks. Donc, on envoie les informations au DIM et à la DAF. Et aujourd'hui, donc, on voudrait mettre en place une interface entre DXCare et le DMP et voir le dossier pharmaceutique, comme l'a bien souligné Anne-Françoise. Voilà, et donc tout est automatisé, c'est-à-dire une fois qu'on a fait la pause donc, dans ces 10 stocks, nous avons une demande qui est renouvelée, qui est validée par le préparateur dans ces 10 stocks, et puis donc une préconisation de commande, elle est passe dans GILDAS automatiquement, puis après donc une commande qui arrive dans MAC2 qui est signée, et puis donc la commande, elle est envoyée donc dans Hospitalis, avec donc la mise en place du référentiel CIO dans MAC2. Et ce qu'on souhaiterait, donc, l'étape suivante, donc la slide suivante, s'il te plaît, Cynthia. Voilà, et on voudrait avoir l'IUD à chaque étape, c'est-à-dire depuis la réception, donc on passe l'information dans tous les logiciels, y compris Cedistock, le DPI, le DMP. Voilà, donc la slide suivante. Donc, notre situation à ce jour, donc nous avons l'IUD qu'au niveau MAC2 et à chaque autre étape, donc nous n'avons pas l'IUD. Et donc, pour extraire en fait les fiches comp T2A, IUD intra-GHS, eh bien, donc c'est une extraction, donc notamment pour les intra-GHS, donc c'est une extraction manuelle donc des données, sauf pour les T2A. Donc, bien entendu, on fait une extraction à partir de ces stocks et ça, c'est quelque chose qui roule pas mal. Voilà, donc la slide suivante. Donc voilà, je voulais faire un focus parce qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut tracer l'IUD, il faut qu'on ait l'IUD à travers, dans le référentiel produit, c'est-à-dire dans le logiciel maître, qui est MAC2. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Anne-Françoise, on pense à ce jour que l'IUD, comme il change, comme il est changé, que ce n'est pas toujours le même, comme normalement comme cela devrait l'être, eh bien, on pense qu'il doit être labile, c'est-à-dire il doit être géré comme le numéro de lot et le numéro de série à la réception. Mais à l'époque, je n'avais pas donc cette information. Et donc, je me suis investie à mettre en place l'IUD-ID dans le logiciel maître, c'est-à-dire MAC2, à partir donc de la CIO. Et donc, aujourd'hui, donc c'est une interface qui fonctionne bien, c'est-à-dire pour une référence X, donc on fait un appairage dans MAC2 et donc à partir de la CIO et tous les IUD, par exemple là vous voyez pour cette sonde, nous avons 10 IUD, et bien les 10 IUD, donc ils arrivent dans MAC2. Voilà, donc voilà un autre exemple où c'est la même référence, c'est-à-dire que si je prends la référence 977A260 avec un code IUD qui est conforme GS1, donc dans GILDAS, qui est mon logiciel de réception, donc le code IUD-ID, il est bien lu, cependant, l'information, elle ne remonte pas dans ces stocks et quand je fais la traçabilité de pause dans ces stocks, vous voyez, j'ai le champ IUD-ID qui est vide aujourd'hui. Mais donc, le développement de l'interface entre GILDAS et Cedistock est en cours. Voilà, slide suivante. Donc, par rapport à la carte implant, puisque donc selon l'arrêté, il faut avoir l'IUD aussi sur la carte implant. Donc, aujourd'hui, je ne l'ai pas, mais c'est un travail qui est en cours avec la DSN et avec les éditeurs qui est très long et très chronophage. Voilà, slide suivante. Alors, comment on a initié la démarche de sécurisation au CHU d'Amiens? Slide suivante. Donc, alors, depuis mars 2002, donc voilà, on a nommé le RSMQ. On a constitué un groupe de pilotage pluridisciplinaire, bien sûr, avec aucune ressource humaine supplémentaire. Et on a eu de la chance d'avoir un interne en pharmacie, donc il faisait sa thèse en tant que docteur junior. Donc, on a travaillé ensemble pour réaliser la cartographie. Slide suivante. Donc, on a utilisé donc l'outil Interdiac DMS-DMI 2021. Donc, je vous renvoie donc sur le site de la NAP pour avoir donc les modules. Voilà, donc slide suivante. Donc, voici un exemple de plan d'action pour le module unité de soins. Par exemple, transmettre les coordonnées du correspondant local de matériaux-vigilance ou présenter l'identité et le rôle du RSMQ. En fait, comme il y a une équipe pharmaceutique au sein du bloc opératoire, on a constaté qu'il y a une perte d'informations des soignants, donc des paramédicaux notamment,
par exemple, on leur posait la question, est-ce que vous connaissez le correspondant local? Ben non, nous, notre interlocuteur, c'est le préparateur en pharmacie ou tel pharmacien référent. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir une équipe pharmaceutique, mais effectivement, il faut aussi insister sur le passage de l'information par rapport au correspondant local de matériaux-vigilance. On avait aussi un problème par rapport à la procédure dégradée en cas de panne de système d'information, mais c'est quelque chose qui est très difficile, par exemple, à écrire en lien avec la DSN. Réaliser un audit sur la remise de la carte implant. Et puis aujourd'hui, donc, on n'utilise pas les lecteurs de code barre en salle opératoire et c'est quelque chose qui doit être développé donc, pour l'année 2024. Alors, slide suivante. Donc, on a fait un audit carte implant en 2022. Donc, on a tiré au sort 100 patients à partir du logiciel de traçabilité et on a analysé donc les 100 dossiers médicaux dans Dexcare, donc qui est notre DPI. Et donc, on voit qu'on a regardé l'analyse de la fiche implant qui est générée dans Dexcare, savoir s'il y a le nom du dispositif, la référence, le nom du bon chirurgien qui a signé la fiche implant, la date d'impression de celle-ci, la lecture du compte-rendu d'hospitalisation ou d'opération pour connaître le nom du chirurgien s'il est identique à celui qui est marqué sur la fiche implant. Et on a recherché la traçabilité des informations concernant les DMI dans la lettre de liaison, comme le demande l'arrêté. Et puis donc la recherche de la traçabilité de la remise de la carte implant au patient par l'équipe paramédicale, souvent tracée dans le recueil infirmier. Donc, slide suivant. Donc, parmi les résultats, donc la fiche implant est générée dans DPI pour 100% des cas. Cependant, dans 5%, le chirurgien inscrit sur la fiche implant n'est pas l'opérateur. Car, en fait, la base de médecins qui est créée automatiquement dans notre DPI, c'est-à-dire Dixcare, elle n'est pas automatisée dans ces stocks. Et on est obligé, donc, tous les 6 mois de transmettre à la DSN la liste donc de l'ensemble des chirurgiens ou des docteurs juniors qui sont créés pour vérifier leur inscription sur ces listes. Vraiment, c'est quelque chose de très chronophage et donc d'où la présence en fait sur la fiche implant d'un nom du chef de service par défaut parce que donc le chirurgien en question qui a opéré n'est pas créé dans ces listes. Le DMI posé n'est pas décrit dans la lettre de liaison. Hein, et la remise de la carte implant est tracée pour 14% des patients dans le DPI et donc, c'est quelque chose qui est oublié, c'est par les soignants. Alors, slide suivante. Alors, les équipes ne tracent pas dans Dexcare, mais estiment donner plus de 70% des cas la carte implant. Cependant, la majorité des IDE donnent un document institutionnel en main propre, mais le plus souvent lors de la sortie d'hospitalisation. Et surtout, la plupart donnent aussi la carte implant qui est fournie dans le packaging de l'industriel. Je rappelle que c'est quelque chose qui est obligatoire pour les DMI qui sont conformes RDM. Mais cependant, cette remise de cette carte implant industrielle, comment on doit tracer donc la remise de cette carte? Alors, beaucoup d'ignorance concernant l'intérêt de la carte implant, et notamment chez les jeunes diplômés, et notamment donc chez certains chirurgiens. Alors, voici un exemple de plan d'action pour le module P8. Par exemple, formaliser la demande de référencement d'un nouveau DM ou par exemple partager aux instances le bilan des déclarations des événements indésirables liés au circuit. Donc, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore mis en place correctement et c'est quelque chose qui est prévu pour 2024 avec la mise en place d'un CREX DMI. Alors, on ne sait pas encore si ça sera sous l'égide du CREX P8 ou ça sera sous l'égide du CREX, bloc opératoire, on verra. Et puis donc la mise en place donc, des programmes et des évaluations, notamment donc par exemple sur les dotations des dispositifs médicaux et le rangement et le stockage des dispositifs médicaux. Et surtout, un point très essentiel, c'est l'IUD, c'est-à-dire qu'il faut qu'on développe l'interface de l'IUD donc comme élément d'interopérabilité et le scannage, c'est-à-dire donc l'utilisation des scanettes en salle opératoire pour pouvoir tracer donc le vrai IUD qui est présent sur la boîte. Voilà, slide suivante. Alors, juste rapidement, donc Cynthia l'a bien expliqué. Donc, nous, on a travaillé avec l'Omedit et on a réalisé un audit donc SI DMI, donc CHU Amiens. Donc, on voit que on est quand même pas mal. Donc, voilà, on est à 71% d'interopérabilité. Et puis, on a quand même on est informatisé quand même à 100%. Maintenant, il faut que l'interface de l'IUD passe du logiciel à l'autre. Voilà, donc slide suivante.
Alors, nos contraintes et les freins actuellement, c'est vraiment les systèmes d'information qui sont très hétérogènes et qui sont multiples. C'est-à-dire, l'IUD est intégré dans toute la chaîne pharmaceutique, de la réception au renouvellement de la commande. Et aujourd'hui, donc, les logiciels qui sont multiples ne parlent pas entre eux. Et pour développer des interfaces, non seulement que c'est coûteux, mais ça demande beaucoup d'énergie et il faut aussi que les éditeurs se parlent entre eux. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, d'où le rôle en fait de la direction informatique qui est essentiel c'est le chef d'orchestre, donc avec l'équipe pharmaceutique, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a l'impression que la pharmacie, elle est toute seule, elle porte ce projet toute seule, et on est obligé de se battre auprès des directions pour avoir justement un chef projet informatique, parce qu'il est nécessaire pour pouvoir mettre en place l'application de cet arrêté, avoir un interlocuteur, avoir un chef projet informatique de manière à pouvoir avancer sur les sujets, mais aussi un interlocuteur privilégié au sein de l'API. Pour chaque logiciel, il est nécessaire d'avoir un lien avec le référentiel FAST CIODM. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est on a la CIO dans MAC2, mais aussi on essaye de mettre la CIO dans Gildas à la réception et aussi dans Cdstock. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de faire parler, par exemple, le Cdstock avec FAST pour pouvoir mettre en place la CIO. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et la lenteur et l'inertie, les fabricants ont mis du temps à intégrer l'IUD au code barre. Comme l'a dit Anne-Françoise, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Hein. Ils se sont beaucoup améliorés, notamment par rapport pour respecter donc le règlement. Et par contre, donc, nous avons beaucoup de difficultés d'implication de la DSN. Et les comités de pilotage n'ont pas été maintenus dans le temps. Par exemple, dans notre expérience, on s'est essoufflé. Les gens, ils ont complètement perdu de l'énergie et puis de la motivation. Et le sujet étant pluridisciplinaire, il est important qu'il soit porté par l'établissement et non pas la PUI seule, et voir un ensemble du CHU pour confronter les avancements. Je sais que Anne-Françoise, elle est RSMQ, mais avec un médecin, donc c'est-à-dire ils ont binôme, et je pense que c'est une bonne idée d'impliquer les médecins. Moi, aujourd'hui, je suis RMSMQ, mais je suis toute seule. Alors, bien sûr, j'ai le soutien des chirurgiens, mais quand j'ai fait plusieurs fois appel à candidature pour venir participer aux réunions, personne n'était présent, mais en tout cas, il y a beaucoup de soutien. Latence des évolutions des logiciels et le manque de litige de lignes directrices claires, et puis les interfaces à développer qui sont très complexes à mettre en place. Slide suivante. Voilà, donc les éditeurs, à contrario, comme l'a dit Anne-Françoise du plan Ségur numérique, il n'y a pas de subvention ou de financement qui impulserait les fournisseurs à s'aligner sur la réglementation et il n'y a pas de normes imposées pour l'intégration structurée dans le DPI. Donc aujourd'hui, on attend toujours le guide des GOS pour mettre en place, qui est destiné aussi aux directions informatiques pour mettre en place justement donc l'IUD dans les établissements de santé. Et on n'a pas donc, on voudrait faire évoluer donc les outils en place. Et puis, donc, difficulté majeure, c'est les lecteurs de certains codes barres. Donc, Anne-Françoise vous a parlé des lecteurs qui sont capables de lire les codes barres 2D, 1D, etc. Et donc là, il y a un investissement et je pense que c'est une priorité pour nos établissements. On n'a pas eu la ressource humaine, mais vous pouvez également demander pour avoir un investissement par rapport au lecteur de code barres. Slide suivante. Alors, et la dernière, donc voilà, aujourd'hui où j'en suis dans la réflexion, je suis partie sur l'étude des TAC RFID, hein, qui est en parallèle pour l'avenir, hein, qui est déjà en place dans certains établissements et qui fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, je me pose la question de l'appairage, de l'héritage, hein, donc qui est obligatoire. Mais c'est quelque chose qui est donc en cours de réflexion au sein du CHU d'Amiens parce qu'aujourd'hui, on a tellement de latence et de difficultés à avoir les interfaces. Et puis, l'attente donc des résultats de la phase pilote des GOS. Donc, je vous ai parlé en 2020 qu'on a eu une phase pilote pour la lecture des codes barres, mais on n'a pas encore les résultats. On attend toujours la publication du guide des GOS pour aider les établissements et notamment les DSN à rendre l'IUD interopérable. Et puis, donc, les ressources, hein, donc, que ce soit des ressources humaines, mais également des ressources donc d'équipement pour pouvoir mettre en place cet arrêté au sein de nos établissements de santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Et on va enchaîner avec un retour d'expérience d'Agnès Berneron, pharmacien gérant de l'hôpital privé Arras-les-Bonnettes. Bonjour, merci à l'Omédite de me faire confiance pour faire ce retour d'expérience sur la cartographie informatique Réseau Médic qui a été testé chez nous. Le plan, je vous fais un plan vite fait, mais la gestion des DMI avant-après, ça a été brillamment fait par mes collègues avant, donc voilà, on ira très vite. Je vous expliquerai le projet pilote IUD qui a été déployé dans 8 établissements du groupe Ramsay Santé. Et puis, l'utilisation de la cartographie réseau Médite qu'on a testé, voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, les DMI avant-après, donc, je ne vous refais pas le point. Avant, donc, c'était le décret 2006. La PUI ont commandé les implants, le bloc traçait les implants et l'établissement, normalement, devait remettre un document récapitulatif de tous les implants posés et une facturation à la caisse, puisque nous, établissements privés, on facture directement à l'assurance maladie tout ce qui est utilisé, en particulier les produits en sus. Donc, ça ne passe plus, si, ça y est. Avec donc l'arrêté, le nouveau règlement européen, la carte donc réglementaire beaucoup plus rigoureux, la sécurité, la protection de la santé, tout ce qui est innovation, la mise en œuvre de l'IUD, on en a parlé, la base de données d'AMED, et enfin tout ce qui est assurance qualité avec l'arrêté et le processus cible informatisé. Ça, c'est le point qu'on va aborder plus sur la cartographie informatisée. 8 établissements du groupe Ramsay ont été inclus dans le projet pilote IUD DGOS qui avait pour objectif de vérifier la pénétration du code IUD au niveau des laboratoires et surtout de faire une cartographie applicative pour recenser tous les logiciels concernés dans le traitement du DMI. Et l'idée, c'était de regarder notre workflow, notre circuit actuel au niveau de la gestion des DMI pour lister en fait toutes les données qui devaient circuler entre les différents acteurs dans la perspective d'une automatisation justement complète de tous ces échanges pour renforcer l'exhaustivité de la traçabilité. Et enfin, le dernier objectif du projet, c'était de définir un workflow cible pour l'ensemble du groupe et d'objectiver aussi l'arrivée de l'IUD et de vérifier qu'on pouvait implémenter le code IUD au niveau de tous ces logiciels. Donc, l'un des résultats, l'un des travaux qui a été fait en fait au départ, c'était de vérifier le taux de pénétration du code IUD dans les dépôts DMI et DM en achat qu'on avait fait chez nous. Donc, en 2020, on a vérifié combien on avait de code IUD dans nos dépôts. Donc, on avait 99% pour tout ce qui est implant en achat et tous les DMI en dépôt-vente, on était aux environs de 82%. Je pense qu'on est maintenant à 100% au niveau des IUD. On a fait un travail donc, sur le workflow de l'établissement, on a fait un état des lieux et on a travaillé sur le workflow cible du groupe, puisqu'on était 8 établissements du groupe à travailler là-dessus. Et on a défini un plan projet, un plan d'action par rapport à ce déploiement de l'IUD. Alors, on vous a dit donc précédemment que les cartographies, enfin les cartographies applicatives étaient compliquées. Donc là, je vous ai mis en exemple la cartographie applicative du groupe Ramsay pour tout ce qui est gestion en fait des flux d'informations entre le hôpital manager qui est le dossier patient, qui doit envoyer les informations dans le DMP, Logos qui est notre gestion administrative patient qui a été changé depuis puisque maintenant c'est HM Parcours, le logiciel de commande EGX au niveau de la pharmacie et donc tous les flux d'informations qui devaient passer au niveau de l'information. Et dans tout ça, on n'avait pas pour l'instant, ça c'était la cartographie au départ, on n'avait pas de code IUD qui était transmis dans toute cette cartographie-là. Donc l'idée c'était de travailler sur
la cartographie actuelle et l'objectif d'intégrer le code IUD. Donc là, le workflow actuel, ben, c'est le workflow comme tous les autres établissements. On a un besoin d'intervention, on a le DMI en stock ou en achat, on pose le DMI, tout ça au niveau du bloc. La traçabilité est très manuscrite encore, comme dans beaucoup d'établissements, je pense. Ensuite, la PUI récupère l'information, fait la traçabilité au niveau du logiciel de traçabilité. Donc nous, c'est EGX. Et ça émet une commande, donc on fait un bon de commande et on a une livraison et ensuite on fait de nouveau une réception sur notre logiciel et on repart donc au niveau du stock. Ça, c'était le processus actuel, sans code IUD, sans éléments d'information par rapport à l'IUD. L'idée, c'était donc de définir le workflow cible pour le groupe où on retrouvait en fait la plupart des étapes avec des éléments supplémentaires qui sont en rouge où on rajoutait les éléments d'IUD, la traçabilité, le scan de l'IUD pour récupérer tous les éléments du dispositif médical implantable. Et on rajoutait aussi la notion de transmission de cette information directement dans le DP, dans le DMP. Donc, cette cartographie et la génération en fait, d'un workflow cible nous a permis d'éditer en fait, un plan d'action pour le groupe sur le projet de l'intégration du code IUD. Donc, on a dû évaluer la capacité de nos éditeurs à proposer une solution intégrant l'IUD pour tous les logiciels. On a listé toutes les interfaces avec les risques inhérents. On a inventorié tous les logiciels de spécialité chirurgicale à l'échelle du groupe. On a précisé le niveau nécessaire d'intégration de l'IUD dans le système d'information, donc au niveau de la centrale d'achat et au niveau de l'établissement en local. On a validé l'utilisation des douchettes pour le déploiement. On a priorisé aussi les sujets, puisque au niveau du système d'information, au niveau de la direction informatique d'un groupe, les sujets de cybersécurité sont plus importants que les sujets d'IUD. Il faut se l'avouer quand même. Hein, gros groupe d'établissements de santé comme Ramsay, la cybersécurité, c'est le point essentiel pour l'instant, ce qui se comprend. Hein. On a vérifié la validité de la compatibilité du projet IUD avec le projet parcours, puisque c'est notre nouvelle gestion administrative du patient. Donc, c'est HM Parcours maintenant. On a évalué les connexions EDAMED possibles, bien évidemment. Et on s'est aussi posé la question de la gestion intégrale des prêts, puisque ça, gérer des prêts en saisissant la totalité des implants qui arrivent en prêt, alors ce n'est pas forcément une valeur ajoutée, mais ça, c'est un autre sujet. On a bien sûr réfléchi sur le mode dégradé quand on n'a plus d'informatique. Il faut toujours réfléchir sur le mode dégradé quand on n'a plus d'informatique. Et intégrer aussi la capacité à générer tous ces fameux fiches comp, le cas échéant. Donc ça, c'était la première partie pour travailler sur la cartographie. Puis on a essayé d'utiliser, donc on m'a sollicité pour travailler sur la cartographie du réseau Medit pour voir comment déployer cette cartographie du système d'information à la suite du projet pilote IUD. Donc cette cartographie, Cynthia l'a expliqué. On a travaillé donc sur cette cartographie qui visait à cibler en fait tous les logiciels qu'on avait et surtout l'interopérabilité de ces logiciels entre eux et la capacité d'intégrer le code IUD. Donc, la cartographie, je ne vous la refais pas, elle a été faite brillamment par Cynthia. Donc, la partie 1, c'est les données du patient. La partie 2, c'est plutôt le logiciel fournisseur de commande. La partie 3, c'est le circuit à la PUI. La partie 4, c'est plutôt au bloc opératoire. Alors, moi, j'ai un peu de mal parce que nous, on n'avait pas forcément de logiciel au bloc opératoire, puisque c'est le logiciel un peu plus pharmacie. Enfin, la partie 5 de la cartographie, ce sont les données du patient en dehors de l'hôpital. Et la dernière partie, ce sont les requêtes.
Donc, comme je vous disais, le retour d'expérience par rapport à cette cartographie, c'est la problématique du logiciel bloc quand on n'a pas véritablement de logiciel bloc. Difficile à appréhender, puisque nous, on a un HM bloc, mais pas vraiment un logiciel de traçabilité. Nous, c'est plutôt EGX. Et après, la difficulté, c'est tous les logiciels en dehors de la PUI, le PMSI, la facturation. C'est un petit peu plus difficile à appréhender. Sinon, cartographie très intéressante à utiliser. Donc, le résultat pour notre établissement par rapport à l'ensemble des logiciels, on était interopérable à hauteur de 65% sur le circuit global et on était interopérable sur le circuit hospitalier à 70%. Donc, on peut mieux faire, hein, on n'est pas totalement interopérable. Alors, l'intérêt aussi d'être d'un groupe, c'est qu'on a 130 établissements qui ont le même logiciel, France entière. Donc, quand on développe un logiciel, on a une puissance de frappe un peu plus importante par rapport aux éditeurs. Vous voyez, on a un petit poids qui représente quand même. Voilà. Les questions qui se sont posées à nous, donc surtout au système d'information, au référent hôpital manager, c'est qu'est-ce qu'on transfère exactement dans le DMP à partir d'HM. Nous, on ne savait pas. Hôpital manager, qu'est-ce qu'il envoyait dans le DMP? On ne sait pas trop. Est-ce que les DMI se transfèrent bien dans HM? Donc là, ce n'est pas forcément top. Le médecin DIM pour les données PMSI, DMI, est-ce que tout est automatisé dans les remontées fiches compte DMI? Il semblerait que ça ne soit pas forcément très, très fluide, tout ça. Qu'en est-il des remontées? Donc, c'est DMI intra-GHS fichecomp.csv, puisque c'est plus Datex. Les données du séjour sont-elles envoyées vers l'extérieur, vers Cora Logos? On avait des questions. Et puis, est-ce qu'on avait toutes les indications, les éléments LPPR, etc. par rapport à l'IUD? C'est un tout petit peu plus compliqué. En conclusion, cette cartographie est quand même très intéressante puisque ça permet quand même d'avoir un visu sur l'ensemble des logiciels qui sont relativement nombreux pour les DMI. On n'a pas l'impression, mais il y en a quand même beaucoup d'informations. Ça permet de faire un état des lieux des interfaces possibles et à mettre en place. Et c'est un projet donc très transversal. On a vu la problématique de mobiliser les gens sur les DMI. Alors, les chirurgiens, ils sont très mobilisés sur les DMI, mais sur leur DMI. Par contre, sur le reste, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais il y a de quoi faire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors, on va voir désormais le versant de l'importance de la traçabilité DMI par Daniela Romont, le correspondant de Matériaux-Vigilance. Merci beaucoup, merci Lomédit pour cette invitation. Donc, je vais vous faire un retour rapide sur vraiment un retour d'expérience sur l'importance de la traçabilité des DMI et même au-delà. Donc, avec l'exemple des pacemakers Abbott. Donc, la société Abbott a informé l'ANSM d'un problème de fabrication conduisant dans des rares cas à un défaut d'étanchéité sur certains de ces stimulateurs cardiaques implantables double chambre qu'on appelle pacemaker. Donc, ça concerne les modèles Assurity et Indurity. Voilà. Qui ont été fabriqués et distribués entre septembre 2019 et avril 2022 et possiblement implantés entre septembre 2019 et juillet 2022 avec pour conséquence plusieurs conséquences, risques de conséquences au niveau des patients qui sont la perte de la stimulation cardiaque, une réduction de la durée de vie de la batterie, un passage du dispositif en mode de stimulation de secours ou une perte de capacité de communication avec le simulateur. Donc, des conséquences assez graves quand même. Donc, 16 300 stimulateurs sont concernés en France, ont été concernés en France. Ici, dans notre région, on a 31 établissements de santé concernés avec plus de 1228 patients. En juillet 2022, le taux de défaillance observé était de 0,15% et en septembre 2022, la fréquence de déclaration était d'environ à 0,3%.
Donc ça, on va voir à la fin de la présentation la mise à jour de ces chiffres. Donc ce cas-là a été médiatisé. Cet avis de sécurité est apparu dans les journaux. Donc en septembre, je pense qu'on a été un petit peu sauvé du scandale par le décès de la reine d'Angleterre qui a eu lieu le même jour. Hein? Donc voilà, c'est passé un petit peu à la trappe. On a eu un peu de chance, mais voilà. Donc pour vous faire une chronologie, une synthèse vraiment de cette chronologie de la gestion de ce retrait massif qui s'est étalé globalement sur 5 mois. Donc d'abord, on commence en juillet avec un premier avis de sécurité de la société Abbott. On dit qu'il faut faire un rappel des dispositifs qui ne sont pas encore implantés. Un mois après, un deuxième avis de sécurité, cette fois-ci relatif à la gestion des patients, avec le remplacement prophylactique généralisé qui n'était pas du tout recommandé, un remplacement en cas de risque élevé seulement, et un suivi des patients en télésurveillance. Ensuite, suite à cet avis-là, Abbott a mis en place un formulaire qui devait être complété par les établissements de santé, mais qui était un formulaire commercial dépendant. Certains établissements l'ont eu, d'autres non. Voilà. Donc, en septembre, on continue. On a eu des recommandations complémentaires qui ont été diffusées par la NSM et relayées par la DGS. Donc, cette fois-ci, on demande vraiment de signaler sans délai tout incident grave susceptible de mettre en cause des simulateurs ainsi que toutes les explantations réalisées. Donc, toutes les explantations réalisées doivent être déclarées. On continue en septembre avec un 1er mars, donc un message d'alerte rapide sanitaire diffusé par la DGS-DGES avec le suivi détaillé des actions mises en œuvre dans la prise en charge des patients. Donc, dans ce 1er mars, l'objectif était vraiment d'anticiper les impacts potentiels sur l'offre des soins. Et voilà, on va parler de traçabilité. On va essayer de retracer, de chercher les patients qui sont concernés pour assurer un suivi détaillé des actions mises en œuvre pour la prise en charge de ces patients. Donc, suite à ce mars, certains ARS, mais pas tous, ont mis des tableaux de suivi mensuels qui ont été envoyés aux correspondants locaux de matériaux-vigilance. Dans ces tableaux de suivi mensuel, on demande si est-ce que le patient est décédé, est-ce qu'il a été recontacté, est-ce qu'il a été revu en consultation, est-ce qu'une explantation a eu lieu, est-ce qu'une matérovigilance a été reçue, mais toutes les régions ne sont pas concernées par ce tableau. On continue en septembre avec cette fois-ci l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation qui fait une notice technique relative aux règles de codage des explantations et remplacements des simulateurs cardiaques implantables pour en assurer la traçabilité sanitaire. Donc, cette notice n'aborde que les sujets de implantation et explantation. Qu'en est-il des patients qui ont été vus et non explantés ou les patients en télésurveillance? On continue un mois plus tard, en octobre, avec un 2e mars. Un 2e mars pour nous informer du devenir des explants. Donc là, c'est vraiment une information à délivrer aux patients par l'établissement concernant le devenir de son explant et la possibilité pour le patient de s'opposer à la procédure de gestion de l'implant. Donc là, on nous donne aussi des modalités de conservation des explants et la traçabilité de ces conservations et la nécessité des établissements de recueillir le nombre de patients contactés et à transmettre à l'ARS le nombre de patients perdus de vue. Le lendemain, l'ANSM fait une fiche de signalement groupée. Donc, à la demande des établissements de santé, l'ANSM met en place ce formulaire qui est donc un formulaire pour seulement les retraits prophylactiques où il n'y a pas eu de dysfonctionnement, pas d'effet clinique, pas de complications. Mais par contre, le correspondant local de matériaux-vigilance peut signaler plusieurs explantations en une fois de façon hebdomadaire. Et enfin, en novembre dernier, communiqué sur ce sujet, donc le ministère de la Santé diffuse un mini santé
En mettant à jour les données de matériovigilance en France, donc on voit que l'augmentation du taux de survenue du dysfonctionnement est passé de 0,3% à 0,54% et le taux de retrait prophylactique à 7,09%. Donc, dans ce communiqué, on relaye aussi une enquête lancée via le CISAC qui a pour objectif de quantifier le nombre de patients perdus de vue, le nombre de stimulateurs ayant fait pour objet une demande de conservation par le patient et le nombre de plaintes déposées. Et enfin, ce communiqué sert aussi à clarifier la conduite à tenir concernant la conservation des explants. Donc, vous voyez cette chronologie un petit peu étalée sur le temps avec différents communiqués, juste pour vous donner un exemple de l'impact que ça a pu avoir sur une organisation. J'ai pris seulement un exemple parmi des centaines d'autres. Donc là, je vais vous parler de l'établissement A qui a eu à gérer 66 patients et l'établissement B, 97 patients à gérer. Donc l'établissement A a mis en place une organisation en cellule de crise avec tous les intervenants de la chaîne, des réunions de crise entre rythmologues, la libération de plages de consultation des rythmologues, la mobilisation du personnel pour vérifier les dossiers, prioriser en fonction de la dépendance au pacemaker, programmer des nouvelles consultations, retrouver les perdus de vue, contacter les cardiologues de ville, demander l'aide du bloc opératoire pour prévoir rapidement des plages de blocs opératoires pour le remplacement des pacemakers, l'ouverture des nouvelles plages. Donc là, il y avait même jusqu'à 10 patients remplacés par demi-journée. Au niveau de la pharmacie, avec le correspondant local de matériaux, commande de nouveaux boîtiers, des enveloppes antibactériennes, le suivi des déclarations de matériaux-vigilance avec les différents tableaux et les différents communiqués, l'envoi des boîtiers aux fabricants et les remontées d'alerte au niveau de l'ANSM. Ensuite, il y a eu aussi de la gestion de ces consultations après toutes ces reprises opératoires. Et cet établissement a choisi de faire un registre des patients de cette filière pour ne pas perdre de vue l'avancée des pris en charge. Et enfin, l'établissement A a dû en plus collaborer avec l'établissement B qui était en difficulté pour gérer les patients implantés puisque certains patients ont été pris en charge dans le A. Donc, vous voyez l'impact sur l'organisation de tous ces établissements qui ont été concernés. Donc, les difficultés, ça a été la majorité des établissements n'ont pas transmis les informations de suivi de façon mensuelle. Certains correspondants locaux ont rencontré des difficultés à récupérer les informations auprès des médecins, voire ne les ont pas récupérées. Il n'y a pas eu d'informations transmises concernant la durée du suivi actuellement réalisé. Le suivi associé au signalement des explantations, c'est très chronophage pour le correspondant local qui n'a souvent pas de temps dédié à la matériovigilance. Des tableaux de signalement, malheureusement, qui sont arrivés un peu tard pour regrouper ces explantations, ce qui a fait que du coup, certains correspondants locaux n'ont pas compris le but de ces tableaux. Et on s'est retrouvé avec des doublons, des déclarations qui avaient déjà été faites. Et en plus, une confusion entre le tableau envoyé par l'ARS et le tableau de regroupement de l'ANSM. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais ce dossier, ça a été quand même salé encore, hein. Donc, en conclusion, il y a eu de nombreuses informations diffusées, certaines qui ont été transmises par le ministère de la Santé ou par l'ARS, aux directions des établissements directement ou aux correspondants locaux. D'autres qui ont été transmises par le fabricant ou l'ANSM directement aux correspondants locaux ou directement aux médecins. Des informations qui étaient parfois contradictoires. La multiplication des intervenants par rapport au circuit classique de matériovigilance. L'impossibilité de retrouver l'ensemble des informations diffusées sur un même site Internet. Une synthèse des informations, du coup, qui était très difficile à réaliser. Et en plus, nombreuses questions adjacentes sur les modalités de conservation des explants, les protocoles de décontamination. Enfin, c'est quand même, on se pose des questions qui devraient, enfin, des choses qu'on devrait savoir. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des explantations, ce n'est pas la première fois qu'on fait des retraits d'eau. Là, on se repose des questions sur le consentement du patient. Il fallait demander le consentement à chaque fois. À qui appartient un explant? Enfin, c'est vraiment… Il y a eu beaucoup de remises en question. Donc, finalement, cet exemple, il nous rappelle 4 points essentiels. L'importance de la traçabilité, bien sûr,
mais pas seulement. Le correspondant local de matériaux-vigilance, il doit travailler main dans la main avec la personne responsable des circuits DMI, avec des points réguliers et des données croisées, comme on l'a vu avec les trois dernières expériences. La personne nommée pour le management de la qualité doit effectuer régulièrement des audits, mettre en place des grilles, analyser les circuits et identifier les points bloquants. Et enfin, le besoin de coordination entre les structures et la nécessité absolue d'avoir un registre national des implants, comme c'est le cas en Belgique. Mais ça, c'est un sujet épineux. Voilà. Donc, pour je vous remercie de votre attention. Est-ce que je peux faire un petit message? Merci beaucoup. Un grand merci. Alors, comme vous l'avez vu, on a pris énormément de retard. Je vais juste vous envoyer une information On a encore qui beaucoup est de monde celle. connecté, Cynthia. Donc, Hein il y a encore beaucoup de monde qui attendent la présentation PAM. Donc, encore plus de 50 connexions. Donc, Juste voilà, une diapo pour finaliser la partie circuit des DMI. Comme on l'a évoqué un peu plus tôt, il va y avoir une programmation de série de webinaires autour de l'informatisation du circuit des DMI. Donc l'info, elle date de ma confirmation, là, pas plus tard qu'hier après-midi. Donc ça y est, on lance la com. Donc le réseau des Eumédites s'engage sur une thématique par mois, un mardi par mois, avec des partages d'expériences entre 2 établissements de santé de 2 régions différentes à chaque fois. Le premier webinaire aura lieu le mardi 16 janvier 2024. On vous a mis le lien d'inscription. Il sera mis sur le site dans la section événements de l'Eumédite Hauts-de-France. Le premier concernera toute la partie interopérabilité avec le côté traçabilité sanitaire en temps réel.